Allez, salut Mélissa, bienvenue dans le podcast No Rules, le podcast des entrepreneurs qui se demandent comment est-ce qu'on transforme sa peur d'échouer en joie d'expérimenter et surtout comment est-ce que font ces coachs entrepreneurs qui s'éclatent dans le soloprenariat entre autres. Et toi, tu fais partie de ceux qui non seulement s'éclatent, mais ça se voit à travers tes images que tu fais, ce que tu véhicules. Je te le dis, parce que tu es un peu notre pote à tous de la com. Et, et ça me fait super plaisir de t'avoir dans le podcast parce qu'on va aborder plein de thématiques qui sont hyper intéressantes, notamment pour les personnes que j'accompagne, entre autres, mais les gens de l'audience qui se demandent comment est-ce qu'on a une com qui rayonne, une com qui nous ressemble et une com, qui attire des clients. Avant ça, je vais commencer par la question traditionnelle. T'es prête, Mélissa? Je suis prête, Cédric. Est-ce que tu peux nous parler, nous présenter, nous raconter l'histoire de ta vie en commençant par Il était une fois et en restant à la troisième personne du singulier si tu y arrives? Oh là là, mais on commence fort avec vraiment un exercice déjà très challengeant. C'est terrible de parler de soi à la troisième personne, j'ai jamais fait ça. Enfin, j'espère. Mm. Je- C'est mieux. Alors, je réfléchis par où je vais commencer parce que quand même, je suis pas hyper vieille, mais si je vous raconte 32 ans, on risque de dépasser le timing. Je vais dire, il était une fois Mélissa, une jeune fille passionnée par la communication, qui, durant ses études littéraires, a su très vite qu'elle voudrait en faire son métier, qui s'est ensuite lancée dans une licence infocom, dans un master stratégie de communication, et ses études ont été une grande révélation pour la passion pour ce métier, notamment pour tout le pouvoir et le potentiel que la com pouvait apporter aux professionnels, aux entreprises, pour trouver des clients, pour atteindre leurs objectifs. Et donc, Mélissa a appris un maximum de choses sur le sujet de la stratégie de com. Elle est devenue chef de projet en agence avec l'idée de se faire de l'expérience avant de se lancer. Elle savait déjà depuis quelques années qu'elle voulait entreprendre. Mais encore une très grosse peur de l'échec, encore pas mal de manque de confiance en elle. Et donc, elle a eu besoin de travailler sur le terrain, de se faire la main, d'apprendre, de faire des stratégies de com pour des clients en étant salariée avant de se lancer et de voler de ses propres ailes. Elle a ensuite fait une pause dans sa carrière pour profiter de son petit garçon après sa naissance. Donc, elle s'est arrêtée pendant un peu plus d'un an. Et la naissance de son fils a été son déclic, justement pour entreprendre. Donc, un an et demi plus tard, elle a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat, d'abord en freelance. En tant qu'experte en stratégie de com pour accompagner les entrepreneurs et les entreprises à faire de la com un levier de croissance, de visibilité, d'acquisition. Puis après presque 3 ans d'entrepreneuriat, elle a lancé Solentia, l'agence de com experte en stratégie et création de contenu. C'était son rêve du coup depuis toujours, depuis en tout cas une bonne dizaine d'années, et qu'elle a concrétisé. Et Solentia existe depuis un an et demi aujourd'hui, avec la première salariée Eva qui m'a rejoint là en début d'année, une installation dans nos bureaux et un projet qui prend de plus en plus forme. Donc, Mélissa commence à toucher du doigt de très près la concrétisation de son rêve professionnel. Waouh, t'as réussi à tenir jusqu'à la fin, à la troisième personne, bravo. Merci. Tu sais que c'est pas évident cet exercice et pas beaucoup de gens y arrivent, hein. Beaucoup de personnes repassent à la première personne du singulier, mais toi t'as réussi et tu nous as livré un beau storytelling avec plein de choses qui donnent envie d'aller avoir un peu plus loin, plus en profondeur. Mais d'abord, ça devient d'où cette passion de la com? C'est drôle parce que je crois, en fait, aussi loin que je m'en souvienne, sur mes bulletins scolaires, il y avait écrit toujours trop de bavardage. Ça me parle. Donc, voilà, visiblement, j'ai toujours été bavarde, toujours été communicante. Et je pense que j'ai découvert le vrai pouvoir de la com au sens professionnel du terme au lycée. Au lycée, notamment parce que j'ai fait un bac plus L, enfin un bac L, pardon, j'ai fait un bac L spécialité cinéma. Ok.
Et on apprenait du coup à rédiger un scénario, à faire la promo d'un film, à tourner un film, en faire sa promo, etc. Je pense que j'ai commencé là à toucher un peu le pouvoir de la com. Et puis tu sais, c'est l'âge où on nous demande ce qu'on veut faire dans la vie. Donc j'ai commencé un petit peu à me renseigner. Et c'est tout de suite les métiers de la com, de la pub, du journalisme qui sont ressortis. Donc, je me suis lancée en études infocom. Du coup, c'était la com au sens un peu général du terme, qui du coup allait me permettre après d'aller un peu où je voulais. Et là, ça a été la révélation et j'ai su que je m'étais pas trompée. Tu penses que tu es toujours bavarde aujourd'hui? Je pense que j'écoute beaucoup plus Ah, qu'à qu'est-ce qui fait que l'époque. ça a changé? Les clients. Les clients, en fait, pour vraiment les accompagner correctement, avec les bonnes solutions pour eux, je pense que l'écoute, elle est bien plus essentielle que la com, que le fait vraiment de parler. Et j'ai un coach qui un jour m'a dit, on a 2 fois plus d'oreilles que de bouches, C'est qu'il y a une raison. donc on est censé écouter 2 fois plus que parler. Donc je pense qu'aujourd'hui, j'écoute beaucoup. Je parle quand même toujours beaucoup, hein. Voilà, on va pas dénaturer. Ouais, écoute, des formations professionnelles, on va pas dénaturer ça. Je pense que je parle quand même beaucoup toujours, mais parce que j'aime l'échange et que j'aime les relations et que j'aime les gens. Donc ça passe aussi dans le fait de discuter. Mais je pense que j'écoute plus que ce que je ne parle, en tout cas que ce que je parlais à l'époque. Hmm. Tu, tu, euh, bon, la première chose que je ressens, c'est cette énergie qui déborde, cette envie de transmettre, cette envie de parler, cette envie de créer du lien. Euh, c'est important pour toi la relation à l'autre? Tu m'entends? Pardon, j'ai eu un appel Ah, il y a eu une petite sur frise, je vais la refaire. C'est Ouais, ça qui est nickel, vilain. excuse. T'as un peu, je T'inquiète. comprends pas parce que j'ai viré WhatsApp. Tu l'as Dis-moi. sur le PC toi aussi? Moi aussi j'ai sur le PC des fois, donc Ben c'est oui, ça. mais je l'ai fermé et l'appel, c'est quand même, a quand même coupé. T'inquiète pas. Donc je te disais, c'est important pour toi la relation à l'autre? Ouais, pour moi, la vie, elle est faite que de rencontres. En vrai, si on prend un peu de recul sur ce qui s'est passé dans nos vies, en général, tout part d'une rencontre. Tu vois, une carrière, ça va partir de la rencontre avec un employeur. Un enfant, ça part de la rencontre avec un conjoint. Le business, ça, c'est de la rencontre au quotidien avec des collaborateurs, des partenaires, des clients. Donc tout part d'une rencontre en réalité. Je pense que il y a pas grand-chose qu'on ferait Hmm. vraiment tout seul, sauf si on vit en autarcie, voilà, au fin fond de la nature. Mais sinon, dans nos métiers, tout part d'une rencontre. Un podcast, c'est une question de rencontre. Voilà, absolument, enfin, quasi tout ce qui se passe dans notre quotidien en réalité. Et du coup, ça passe par la relation. Et le fait d'en prendre soin, de la choyer, de bien communiquer. Du coup, tu vois, j'en parlais dans une vidéo justement ce matin, en disant que pour moi, un des piliers de l'entrepreneuriat, c'est la com. Et c'est pas la com en tant que communiquer pour être visible, c'est la com en tant que comme intrapersonnel, donc le fait de communiquer avec soi-même, et comme interpersonnel, parce que je pense que dans n'importe quelle situation, on aura toujours besoin de bien savoir communiquer avec les gens. Hmm. Business ou pas business, on a besoin de bien communiquer avec notre conjoint, de bien communiquer avec nos enfants, de bien communiquer avec nos clients, avec nos collaborateurs, avec les gens qu'on rencontre, avec les commerçants qu'on fréquente au quotidien. En fait, on est amené à communiquer avec les gens en permanence et si on sait bien le faire, ça nous permet d'avoir des relations, je pense, beaucoup plus saines, beaucoup plus apaisées. Ça nous permet également, professionnellement parlant, d'aller chercher plus d'opportunités. C'est quoi toi la rencontre qui t'a le plus marqué? Moi, je pense que c'est celle avec mon fils. Comment il s'appelle? Il s'appelle Aurel. Aurel. Quel âge il a? Un an Il et vient demi? d'avoir 5 ans. 5 ans, oui. 5 ans, ok. Et tu communiques bien avec Aurel? J'essaye. J'essaye de lui inculquer ça, le fait de communiquer beaucoup ses émotions. Mhm. Ça, on en parle beaucoup, on travaille beaucoup sur le sujet parce que je suis hypersensible. Donc,
Ça m'a souvent fait défaut de réussir à bien communiquer mes émotions. Donc j'essaye d'inculquer ça à Aurel. Voilà, je sais pas si je communique bien, mais en tout cas, c'est un taf du quotidien et je fais le max. Tu crois qu'il me, si je croisais Aurel, tu crois qu'il me dirait quoi sur sa maman? Je pense que déjà, il te checkerait. Parce que, C'est bien, c'est un bon voilà, gars. il te checkerait, il te dirait Salut Cédric. Et qu'est-ce qu'il dirait sur sa maman? Euh, c'est dur à dire parce que les enfants ont un côté ingrat, ou entre ce qu'ils pensent et ce qu'ils disent, on sait pas toujours. Euh, mais j'espère qu'il dirait que, je pense qu'en fait, voilà, j'espère qu'il dirait plus que je sais ce Hmm. qu'il dirait. Mais j'espère qu'il dirait que je suis à l'écoute, bienveillante et que je l'accompagne bien dans l'apprentissage de la vie. Et il y a besoin. Il y a besoin d'être Il y a accompagné dans besoin, l'apprentissage de la vie. et j'espère qu'il se sent soutenu et qu'il sait que je suis là. Hmm. C'est, qu'est-ce que ça t'a appris, l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, ça m'a appris beaucoup de choses. Tu vois, je dis souvent justement que pour moi, il y a deux grandes formations dans la vie. Hmm. En tout cas, moi, j'en ai vécu deux grosses, la parentalité et l'entrepreneuriat. Voilà, je pense que les deux nous apprennent énormément l'une et l'autre. L'entrepreneuriat, ça m'a appris la résilience, la persévérance, que j'avais déjà, je pense, pas mal par rapport à différentes épreuves de la vie. Mais là, ça m'a appris à la pratiquer au quotidien. Ça m'a appris la confiance en soi. En tout cas, ça m'a forcé à apprendre à me faire confiance. Et je me fais coacher très souvent, très régulièrement sur ce sujet-là, dès que je sens que ça pique un peu. Euh, je pense que ça m'a appris l'audace aussi. La communication, toujours plus. La Hmm. communication avec l'autre, vraiment toujours plus. C'est étonnant, tu parles, ça fait plusieurs, enfin, deux, trois fois que tu parles de confiance, et tu as même cité tout à l'heure la peur de l'échec avant de te lancer. Ouais, Tu as parlé de côté hypersensibilité aussi, qui fait que bah, forcément tu captes beaucoup de choses, et en captant beaucoup de choses, peut-être que tu te poses plus de questions que d'autres personnes, c'est aussi la force et la qualité des hypersensibles. Euh, et en même temps, c'est pas ce que tu renvoies. Tu as l'air d'être quelqu'un de confiante, assumée, assertive, assurée aussi. C'est quoi le... tu dis que tu te fais coacher quand ça pique. C'est quoi le genre de choses qui peut piquer, Mélissa? les sorties de zone de confort. Ouais. C'est quand la dernière fois que tu es Donc, sorti de zone de confort? bah, je pense il y a un mois avec l'arrivée de ma première salariée. Ouais, j'imagine. Grosse étape du coup pour moi dans le business. Et ouais, c'est sorti de zone de confort parce que, en tout cas moi, j'ai besoin à ces moments-là, c'est souvent dans les moments de passer un cap dans le business, d'aller à une étape supérieure, faire quelque chose qu'on n'a jamais fait, accompagner une entreprise plus grosse avec un plus gros challenge que celle d'avant, euh, s'entourer, investir. Ça me demande souvent de retravailler ma confiance en moi. Tu vois, j'ai vraiment l'impression qu'elle est jamais acquise. Hmm. Euh, et je te remercie quand tu dis que je dégage de l'assurance. Et en fait, c'est vrai dans le sens où je ne fake pas le fait d'être confiante, assurée, assumée, mais je le suis à l'instant T dans la situation dans laquelle je suis. Je ne le saurai plus pour l'étape d'après. Tu vois, donc je suis vraiment confiante dans ce que je suis en train de vivre. Par contre, j'ai pas atteint encore la confiance en moi pour l'étape suivante. Et je me ferai coacher pour la next tape, quoi. Hmm. Mais tu y vas tu y vas quand même à la next step, quoi. T'es quand même prête à y aller. T'es audacieuse, ce que tu disais. Oui, tout à fait. Je pense que l'audace, ça me définit assez bien. Ce qui me définit surtout, c'est l'adrénaline. Ah, et comment tu définis ça? Euh, L'adrénaline, je dirais que c'est le combo entre la peur et l'excitation. Ok. Quand quelque chose te fait autant peur que ça t'excite, Ouais.
que ça te donne envie d'y aller. Tu vois, moi, je dis souvent, j'ai peur, mais j'y vais. Et c'est même parce que j'ai peur que j'y vais. Parce que si j'ai pas peur, c'est que je suis pas assez dans une sortie de zone de confort. Je reste dans voilà, un petit peu dans ma zone, donc j'avance pas. Donc il faut que j'ai un peu peur. Par contre, il faut pas que j'ai que peur. Il faut aussi que ça m'excite. Et tu le sens souvent dans les tripes quand il y a un projet où ça te prend les tripes, tu as envie d'y aller, tu as quand même peur. Et pour moi, c'est ça l'adrénaline. C'est ce que j'ai, par exemple, je prends l'exemple du saut en parachute. Je trouve le saut en parachute m'a apporté ça. L'adrénaline où tu as peur, mais tu es excité, tu pas que peur, tu pas tétanisé, tu vois. Et tu as quand même un peu la pétoche, mais tu as assez l'excitation pour y aller. Et l'adrénaline, ça me définit bien dans mon quotidien d'entrepreneuse. Et du coup, j'ai assez, tu vois, mon mot du moment, c'est beaucoup la dichotomie, Mhm. où je trouve que j'ai une dichotomie dans ma personnalité entre l'hypersensibilité et l'adrénaline, l'audace et quand même le besoin de sécurité, de stabilité. Et j'ai les deux qui se confrontent en permanence. Et je pense que ça permet du coup d'avancer. En tout cas, moi, ça me permet d'avancer tout en restant solide sur les appuis. C'est 50 nuances de Mélissa, quoi. Ah, j'adore, mais c'est un peu ça. Et du coup, je prends des risques, mais mesurés. Tu vois, je suis pas l'entrepreneuse qui va faire des investissements à l'appel sans trop réfléchir, en se disant advienne que pourra, au pire, c'est pas grave. Non, je vais y aller, mais avec quand même beaucoup de réflexion, beaucoup de recul. Par contre, j'essaye toujours de faire en sorte que ça me bloque pas. Si j'ai une peur qui me bloque un peu trop pour passer à l'action, c'est qu'il faut que je bosse dessus. Et c'est souvent pour ça que je me fais coacher. Souvent, quand la peur, elle est à 1 degré au-dessus de l'excitation Hmm. et que je sens qu'il faut rééquilibrer un peu pour y aller. C'est intéressant. Je vais te poser une ou deux questions là-dessus. J'aime bien le côté dichotomie que tu évoques. Euh, Moi, je dis toujours, l'entrepreneuriat, on est un peu toujours sur une ligne de crête, quoi. C'est toujours, ça peut tomber de l'un ou de l'autre côté, mais il faut toujours avoir ce juste équilibre entre la peur et l'adrénaline. C'est une bonne, effectivement, il y a un bon contraste, je trouve, entre les deux. Et toi, donc du coup, tu dis que tu te fais coacher. C'est toujours la même personne, sur le même coach qui t'accompagne ou tu changes? Comment tu fais? Tiens, demain je vais me faire coacher. C'est quoi le conseil que tu me donnes? Alors, je suis coach, mais je vais trouver d'autres coachs. Je change en fonction du sujet. Bien qu'il y a des gens avec qui je travaille depuis vraiment longtemps, j'ai mon ami Ahmed Taleb qui me coach depuis mes débuts dans l'entrepreneuriat. Ok. J'ai déjà fait appel à d'autres coachs sur d'autres sujets parce que parfois avoir un autre regard ou une autre méthode, ça peut permettre d'apporter autre chose. Voilà, donc ça va vraiment dépendre du sujet. Pour moi, ce qui fait enfin, en tout cas, ma façon de choisir un coach, ça va être la connexion qu'on va avoir humaine Hmm. avant tout. Alors évidemment, est-ce que c'est un sujet qui peut traiter ou pas? On va pas aller voir un coach en performance si on veut bosser sur l'anxiété, par exemple. Donc, est-ce que déjà c'est une expertise? Mais après, des coachs avec la même expertise, il y en a beaucoup. Moi, ce qui fait que je vais choisir la personne, c'est vraiment ma connexion humaine avec elle parce que on va avoir besoin de se faire confiance. Hmm. Dans le coaching, on se livre, on a quand même besoin de se faire confiance, d'être à l'écoute des recommandations de l'autre, voilà, d'être coachable, tu vois, donc de se laisser quand même embarquer dans les questions, le process, la méthode. Du coup, voilà, ça va surtout passer par ça. Est-ce qu'il y a une alchimie? Est-ce que je sens que je vais pouvoir faire assez confiance à cette personne pour aller travailler le sujet que j'ai besoin de travailler. Et les autres aussi d'ailleurs, parce que très souvent en coaching, tu le sais mieux que moi, on croit que le problème est à tel endroit, finalement il n'est pas tout à fait là, on finit par digresser et par parler de tout autre sujet. Donc il faut être aussi assez ouvert avec le fait d'aborder d'autres sujets où parfois tu te dis mais je vois pas de lien avec mon problème. Et en fait, laisse faire le coach, le lien, il va le trouver. Et en général, s'il t'emmène là-bas, c'est que lui sait quel est le lien avec ton problème. Oui, oui, c'est souvent une stratégie d'évitement, de diversion. C'est facile. Est-ce que t'es facilement coachable, tiens? Ouais, carrément. Ouais. Ouais, je suis facilement coachable parce que
je suis vraiment sensible et enfin vraiment consciente du pouvoir du coaching. Et quand on a une forme de réticence, on ne vient pas profiter à fond des Ah oui, bénéfices. tout à fait. Voilà, donc le fait d'être vraiment ouvert, moi je me laisse vraiment embarquer et du coup j'essaye de profiter au maximum Hmm. des bénéfices que le coaching va pouvoir m'apporter. C'est quoi la prochaine chose qui te ferait peur là? Ton prochain step, c'est quoi? Là, j'ai un sujet avec le rapport à l'argent Ok. en ce T'en as moment. parlé dans ta story aujourd'hui, non? Oui, c'est vrai, mais je me suis fait coacher sur le sujet ce matin. Ok. Et j'ai un sujet sur le rapport à l'argent. Je sens que je me crée moi-même des barrières, un plafond de verre. Pendant longtemps, j'ai cru que j'avais peur de l'échec. Je pense que j'ai peur de l'échec, mais je pense que j'ai aussi peur de réussir. Hmm. Et du coup, je sais que j'ai un sujet avec le rapport à l'argent. Donc ça, c'est ce que je bosse en ce moment. La peur du manque, la peur de perdre. Voilà, donc ça, c'est ce que je travaille en ce moment. C'est et oui, c'est pour la next tape parce que je sens que là, je suis à un plafond de verre que j'arrive pas à dépasser si je dépasse pas cette crainte-là. Ouais. C'est un plafond de verre qu'il y ait quoi par rapport à ton pricing ou par rapport à d'autres choses, des clients que tu t'autorises pas à aller chercher? Ouais, je pense qu'il est pas vraiment par rapport à mon pricing parce que ça, je suis assez alignée. Je pense que c'est plutôt par rapport à, en effet, l'envergure des projets Hmm. euh, et par rapport à un chiffre d'affaires. Tu sais, un peu comme si je m'étais mis dans ma tête le chiffre d'affaires idéal. Et vu qu'il est dans ma tête depuis longtemps, eh ben en fait, j'arrive pas à aller chercher plus haut parce que j'ai pas encore manifesté le chiffre d'affaires plus au-dessus. Donc, je reste dans ma limite de celui que j'ai manifesté. Donc, je pense que j'ai besoin d'oser y croire et croire qu'on peut aller chercher plus. Du coup, le manifester pour pouvoir y aller, quoi. Ouais, c'est intéressant ça. C'est très très intéressant. Souvent, c'est une question d'identité aussi, hein. Quelle est l'identité que je veux devenir et du coup, est-ce que je m'autorise à aller chercher ça? Euh, c'est c'est, euh, c'est marrant parce que le côté justement confiance, se faire coacher, avancer, il y a des peurs, mais il y a aussi l'adrénaline que je cherche à trouver dans mon aventure entrepreneuriale. C'est souvent des moteurs aussi pour aller plus loin. Toi, euh, au début, quand tu as commencé, quand vraiment tu es passé, ça y est, quand tu as eu le déclic, donc la naissance d'Aurel, et que tu t'es dit maintenant je me lance, au début freelance, puis après entrepreneur et aujourd'hui agence, si j'ai bien retracé le parcours, euh, tu te disais quoi? Au tout début que tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu t'es dit quoi? Je me lance, ça va donner quoi? Je pense que quand je me suis lancée, c'était le moment ultime de l'adrénaline parce qu'en fait, le passage de 0 à 1, c'est le risque ultime. Tu vois, tu passes Ouais. d'un salaire euh, fixe, plutôt confortable, à rien, à zéro, tu vois, où tu fais pas encore de chiffre, t'as pas encore de clients. Donc, c'était voilà le moment d'adrénaline et de peur vraiment ultime. Et en plus de ça, avec un nouveau-né, enfin avec un voilà un petit garçon qui avait un peu plus d'1 an. Donc quand même encore plus du coup de crainte. Je pense que je me suis dit que c'était possible et surtout que j'avais plus envie de faire mon métier comme je le faisais avant et que j'avais plus envie de le faire pour quelqu'un d'autre. Hmm. Donc je voyais aussi les avantages de l'entrepreneuriat avec une certaine liberté dans les contraintes que l'on choisit de se mettre. Et le fait de construire aussi vraiment pour moi. Voilà, donc il y a eu évidemment, c'est ce qui m'a poussée à me lancer, mais il y a eu ensuite évidemment beaucoup de peur, de moments de doute et beaucoup de solitude. Moi, c'est ce qui m'a énormément pesé au début. Ouais. Seule dans le business, pas encore de visibilité sur les réseaux, pas encore de réseau avec des potes entrepreneurs. Donc vraiment seule. Pas encore de clients sur les 2 premiers mois, donc je passais ma journée à communiquer pour réussir à en trouver, à avoir de la visibilité.
Donc c'était la solitude dans tous les sens du terme et je crois que c'est ce qui a été d'ailleurs le plus difficile parce que moi je sortais d'agence avec une équipe, des brainstorming, voilà, donc on était à l'opposé de ça, toute seule dans ma chambre derrière mon ordi et ça n'a pas été évident. Oui, surtout pour quelqu'un qui aime le lien et la relation à l'autre, tu t'es retrouvé seul. Alors raconte-nous, c'est super intéressant parce que il y a plein de gens qui se lancent et qui se disent par quoi je commence, tu sais par où commencer. Alors évidemment, quand tu t'es commencé versus aujourd'hui, les choses ont peut-être un peu évolué sur les réseaux, etc. Mais toi, quand tu t'es lancé, t'as fait comment? T'as commencé par quoi? Sur quel réseau? Qu'est-ce que tu t'es dit? Mm. Moi j'ai commencé par une stratégie de com Ok. déjà. C'est-à-dire que moi, je dis souvent que je me suis appliqué la même méthode que celle que j'avais prévu de proposer à mes clients. Donc, la stratégie de communication. Quels sont les objets, qu'est-ce que je vais proposer, quels sont mes services, quelles sont mes offres, qu'est-ce qui se passe sur mon marché. J'ai fait un benchmark de la concurrence pour avoir une idée de quand les autres experts en stratégie de com communiquaient. Ensuite, je me suis posé les questions de quels sont les objectifs que je veux atteindre, quelles sont les cibles que je veux toucher, avec qui je veux travailler. Du coup, quel message je dois transmettre à ces cibles-là. Qu'est-ce que j'ai envie de véhiculer aussi en termes d'image, en termes de personnalité. Donc, j'ai travaillé sur, on va dire, mon personal branding. Mhm. Euh, euh, et ce que je voulais qu'on pense de moi, qu'est-ce que je voulais incarner dans ma com et comment j'allais réussir surtout à incarner ma personnalité dans ma com, quel sujet j'allais aborder, etc. Et ensuite, où est-ce que j'allais le faire? Et là, la meilleure question à vous poser, c'est où est-ce que votre cible est présente? Mhm. On communique là où il y a notre cible. Si vous vous lancez sur Instagram alors que votre cible ne consomme pas Instagram, en fait, vous allez jamais atteindre vos objectifs ou alors vous allez le faire juste pour vous, pour le kiff. Mais si vous êtes dans un objectif d'acquisition, la première question, c'est où est-ce que ma cible est présente? Où est-ce qu'elle consomme du contenu? Où est-ce qu'elle cherche? Donc moi, ma question, c'était où est-ce qu'elle cherche quelqu'un pour l'accompagner dans sa com? Et la réponse a très vite été LinkedIn. Et donc, ensuite, j'ai fait une stratégie de com spécifique à LinkedIn. Comment je fais mon profil, qu'est-ce que je vais mettre sur mon profil, quelle est mon accroche, qu'est-ce que je vais mettre dans ma bannière, dans ma bio, quel sujet je vais aborder, dans quel format. Voilà, donc j'ai vraiment, vu que mon métier c'est la strat de com, j'ai vraiment pris la méthode d'une strat de com et je me la suis appliquée à moi et à mon business. Et moi, je me suis toujours dit, je veux pas être le cordonnier le plus mal chaussé. C'est sûr. Je vois beaucoup de communicants qui communiquent pas parce qu'ils passent du temps à communiquer pour leurs clients. Pour moi, on est notre première vitrine. Je peux pas vendre de la com si moi j'en fais pas. Je peux pas montrer que de une que je la maîtrise et de deux que je suis convaincue du potentiel de la com si je communique pas. Donc ça commençait déjà par moi. Et du coup, c'est ce que j'ai commencé à faire. Et donc, après la strate de com, la strate de personal branding et la stratégie LinkedIn, j'ai commencé à créer du contenu. Ok. Benchmark, offre, cible, euh, personal branding, où se trouve ma cible, et après je commence à m'exposer en créant du contenu. Et Exact. tu, quelqu'un qui n'a pas cette expérience que tu avais dans la stratégie de com, euh, comment il fait? Tu vois, parce que c'est compliqué de. Toi, quand tu l'expliques et quand tu l'exprimes, je ressens beaucoup de. Il y a de la précision, il y a de la préparation, c'est réfléchi et du passage à l'action. Et d'ailleurs, beaucoup de passage à l'action. Mais la personne qui n'a pas tout ça, comment tu conseilles de commencer par quoi en toute simplicité? Je vous conseillerais toujours de commencer par là, une réflexion stratégique, Hmm. parce que même si l'action, elle est essentielle pour avoir des résultats, je pense que si on passe à l'action trop vite, sans stratégie, en fait, on peut s'épuiser longtemps sans avoir de résultats. Ça, c'est intéressant. Parce que moi, tu vois, Et moi, souvent, je je véhicule le préfère, ouais, contraire. Donc, ok, vas-y, c'est super intéressant. moi, je préfère réfléchir et avoir un passage à l'action efficace plutôt que agir, 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 m'épuiser, m'épuiser, m'épuiser et finalement me dire putain, j'ai fait tout ça mais en fait, j'ai pas les résultats. Si j'avais réfléchi un peu avant de le faire, j'aurais été plus juste, plus pertinent, plus efficace et du coup, j'aurais atteint les résultats plus rapidement Ouais. avec moins d'efforts. Ouais, non, mais c'est un vrai sujet, hein. Il y a vraiment, il y a la team, effectivement, réflexion, poser, préparer. C'est un peu comme un diamant qu'on polit, quoi, avant de l'exposer au marché. Et puis il y a la team, bon, bah, itération, action, et puis on ajuste.
Moi, je suis plutôt cette team, mais j'aime beaucoup écouter aussi, parce que de temps en temps, je me pose, je me dis, attends, juste réfléchis et analyse ce que tu fais. Parce que c'est bien de passer à l'action, mais s'il n'y a pas l'analyse, du coup, c'est un peu s'épuiser, comme tu dis. Et j'aime bien ce que tu dis dans le côté réflexion. C'est quoi pour toi la com? Parce que c'est un mot que, bah, évidemment, qui est dans ton champ lexical, qui est très présent. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui se disent, mais en fait, la com, c'est quoi? C'est le branding, c'est écrire du contenu, c'est, je sais pas, prendre la parole en vidéo. C'est quoi la com, en fait? Bah, c'est tout ça. En fait, dans la com, on a la stratégie de communication, donc comme on vient d'en parler, où on se pose sur nos objectifs, nos cibles, les messages qu'on veut transmettre. Après, on a toute la partie stratégie de contenu et donc création de contenu. Et là, c'est le fait de communiquer sur les réseaux sociaux, sur un site internet, dans une newsletter, sur YouTube. C'est le fait de faire différents formats. On peut communiquer à l'écrit, on peut communiquer à l'oral, on peut communiquer en vidéo. Donc la com, c'est vraiment tout ça, de la stratégie de com jusqu'à la création de contenu. Et avec vraiment, pour le coup, les actions et les supports de com sont très divers et variés. On va avoir la communication digitale, donc Ouais. comme on vient d'en parler, les réseaux, les sites internet, les newsletters, tout le travail de SEO, de ads, etc. On va avoir la communication qu'on appelle print. Donc là, c'est la com papier, Ok. une carte de visite, un flyer, une plaquette, un catalogue. Quand vous allez chez Ikea, vous repartez avec le catalogue papier. Ça fait partie de leur communication print. Hmm. On va avoir l'affichage aussi, les campagnes d'affichage. Quand on voit en voiture une affiche sur le bord de la route, ça, c'est du print. On va avoir de la com plutôt média, plutôt sur les grands médias, de la com télé, de la com radio. Ouais. Voilà. Et la com, c'est vraiment tout ça. On a aussi toute la notion de branding. Donc là, ça veut dire le logo, l'image de la marque, l'univers graphique, les visuels qu'on choisit d'utiliser, les photos qu'on choisit de faire de soi quand on parle de personal branding, parce qu'on a voilà la brand quand c'est une marque et le personal branding quand c'est vraiment quand on fait de sa personnalité une marque pour son business. Ça, c'est souvent quand on est solo. Donc la com, c'est vraiment tout ça. Il y a énormément d'actions qui sont possibles. Ça peut être de la com événementielle aussi. On organise des événements, on communique sur ces événements. Voilà, il y a beaucoup de choses et ça demande justement une réflexion stratégique pour pouvoir rester cohérent dans toutes les actions qu'on met en place, parce qu'il y a tout qui est possible. Aujourd'hui, le plus facile, c'est souvent de communiquer sur les réseaux, mais même pour communiquer sur les réseaux, on a besoin d'une image de marque, on a besoin d'un univers graphique pour qu'on nous reconnaisse, d'un style d'écriture, ce qu'on appelle la ligne éditoriale, on va avoir besoin de visuels. Donc voilà, la com, il y a un spectre vraiment très très large avec une multitude de supports et d'actions qui sont possibles en fonction des objectifs que vous voulez atteindre, en fonction des cibles que vous voulez toucher, en fonction de vos ressources également, notamment en termes de budget. On va peut-être pas faire, moi je ferais peut-être pas de pub télé, tu vois. Ouais, c'est peut-être le dernier step. Et comment, Voilà, alors, j'en aurais peut-être jamais besoin. Mais faut se le souhaiter. Comment est-ce qu'on ne tombe pas dans le perfectionnisme avec tout ça? en travaillant son côté perfectionniste. En ayant conscience, Et déjà. ouais, en ayant conscience qu'on a un côté perfectionniste. Et mais tu vois, c'est justement hyper intéressant la question que tu me poses, Cédric, parce que c'est, je trouve justement, l'entre-deux entre ce que tu disais, agir, itérer, tester, et donc être vraiment dans l'action, et réfléchir avant de passer à l'action. Je pense que la problématique dans le fait de réfléchir avant de passer à l'action, c'est le perfectionnisme. Absolument. Quand vous faites une stratégie de com, il faut pas passer plus de temps sur la strat que sur l'action. La strat, elle permet un passage à l'action efficace. Si on ne passe pas à l'action et qu'on ne fait que de la stratégie, ça reste un PDF sur un ordi qui va vous servir à rien.
La stratégie, c'est le GPS du passage à l'action. Si vous achetez un GPS, mais que vous prenez pas votre voiture pour aller quelque part, le GPS, il vous sert à rien. Vous aurez la destination, le bon trajet, la bonne stratégie, mais si vous prenez pas votre voiture pour y aller, ça sert à rien. Par contre, si vous prenez votre voiture sans le GPS, là, vous allez pouvoir rouler longtemps avant d'arriver à la destination. Vous connaîtrez peut-être même pas où est-ce que vous allez et quelle est la destination. Donc la strat, c'est la réflexion pour préparer le passage à l'action, mais le passage à l'action, il est essentiel. Et du coup, quand on a compris ça, on enlève un peu le côté perfectionniste en se disant de toute façon, ce ne sera jamais parfait tant que je ne l'ai pas fait, Mm. parce qu'on apprend en faisant. Un post LinkedIn, si vous ne le publiez pas, il sera jamais bon. Parce qu'en fait, ce qui va le rendre bon, ce qui va rendre bon vos posts LinkedIn, c'est le fait d'en écrire beaucoup, de les publier, de voir ce qui plaît à votre audience, d'analyser ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, du coup de réajuster et de réessayer et de republier. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir fait une stratégie avant de publier son premier post, mais à un moment, il faut y aller et il faut publier. Et si on attend d'avoir le post parfait pour le publier, on ne l'aura jamais parce qu'on apprend en faisant, en testant et en pratiquant. Est-ce que tu conseilles d'avoir une strate de com, euh, et d'ailleurs ça va être toi par rapport à ta cible aussi, mais dès que tu démarres ou déjà en boutiquant, en testant des petites choses et après commencer peut-être à se dire tiens j'ai déjà des informations précieuses de la réalité, si maintenant je me posais un peu sur la stratégie de com parce que je suis plus mature aussi dans plein de choses. Tu vois, tu en penses quoi de ça? Je pense que l'idéal, c'est les deux. Parce qu'en fait, une strate de com, elle est jamais figée. Elle Hmm. évolue en même temps que vous, en même temps que votre business. On passe notre temps à réajuster nos stratégies de com en fonction d'une nouvelle offre, d'une nouvelle cible, d'un Ouais. nouveau pricing, d'un nouveau positionnement, d'un nouveau branding. Notre strate de com, elle évolue en permanence. Donc, l'idéal, c'est de faire les deux et de la réajuster aussi souvent qu'il y a des changements dans votre activité, du coup, de se reposer les questions. Est-ce que je suis toujours alignée avec ce dont je parle? De quoi ma cible a besoin? Est-ce que j'aborde bien les sujets dont elle a besoin? Est-ce qu'il y a d'autres canaux sur lesquels je pourrais communiquer et où je communique pas aujourd'hui? Donc, il n'y a rien qui est figé. On peut avoir déjà une idée de ce qu'on va faire avant de le faire. Elle va se préciser en le faisant. Et au plus on va le faire, au plus on va connaître son terrain, sa réalité, au plus elle va se préciser. Donc, c'est important de se poser les questions stratégiques assez régulièrement. Quelque part, tu deviens un partenaire qui accompagne aussi, même pendant la mise en action, pour voir ce qui est ajusté, du coup. Oui, tout à fait. Moi, j'ai des clients pour qui on est le service com externalisé. Donc, en fait, on va faire une strate de com en fonction de leurs besoins, de leurs objectifs. On va tester et puis on va prendre du recul. On va voir ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché. On va réajuster la strate et on va retester autre chose. Et on fait ça toute l'année. Ouais, Pourquoi t'as choisi l'orange, toi? La Ah, pour question la qui tourne de nulle part. symbolique, la symbolique. Comme un cheveu sur la soupe. Le orange, c'est la symbolique du dynamisme, du mouvement. Il y a le côté pétillant que j'aimais bien. Voilà, et je trouvais que ça allait bien avec le côté solaire, mais un peu décalé. C'est-à-dire que le solaire, ça aurait pu être jaune. J'ai préféré être un peu à côté. Bah, écoute, merci pour la symbolique, parce que moi aussi j'ai pris l'orange, mais j'avais pas réfléchi à la symbolique, moi. Parce que j'aimais bien l'orange. C'est la, c'est la déformation professionnelle, ça. Non, mais le mouvement, ça veut dire le mouvement et le côté solaire, ok. Le mouvement, ça me parle beaucoup. Ouais. Du coup, dans ce que tu véhicules, la manière dont tu parles, l'intonation, aussi même dans le non-verbal, on sent que tu es quelqu'un qui passe à l'action quand même. Enfin, moi, par expérience, je vois que tu es quelqu'un qui passe à l'action. Euh, Comment tu fais pour passer à l'action? Je réfléchis. Je voulais te piéger, voir si t'allais dire autre chose. Non, je réfléchis, je pose une stratégie. J'ai un plan, vraiment. J'ai un plan pour passer à l'action, à chaque action. Mais je vais vite. C'est-à-dire que tu vois, on a souvent tendance à penser que la stratégie, c'est un truc qui dure 10 plombes. Ouais, ouais, bien sûr. En vrai, euh, un plan d'action, c'est un schéma, hein. Tu vois, on pourrait prendre l'exemple, embaucher. Voilà, Ouais, j'ai voilà. embauché Prends Eva. cet exemple. Comment Tu j'ai prends. fait, voilà, Voilà. comment j'ai fait pour embaucher Eva? En vrai, c'est assez rapide. Enfin, c'est assez rapide.
Là, c'est un sujet qui quand même demande de maturer, etc. Mais à partir du moment où je constate que j'ai le besoin d'embaucher, Ouais. la question, ça va être déjà, est-ce que c'est faisable? J'ai besoin d'embaucher qui? Quel profil? Est-ce que c'est faisable financièrement parlant? Donc, ça demande deux, trois calculs, un appel à l'expert comptable pour lui demander si c'est jouable. Euh, et en fait, une fois que tous les voyants sont au vert et qu'on a tout coché, que c'est possible, bah du coup, action, quoi. Hmm. Tu vois, donc je réfléchis quand même toujours. Et Je tu notes. pose toujours un peu un plan, Ouais, voilà, c'est ça. mais pas que ça dure, mais ça dure pas trop longtemps. Tu te mets des deadlines sur le plan, par exemple, J+2, j'ai choisi, c'est bon, j'ai eu le contact, J+3, je commence à contacter des gens. Tu vois, est-ce que tu mets des deadlines comme ça? Ouais, je mets des deadlines comme ça pour déjà l'inscrire dans l'agenda. Ouais. Parce que moi, je dis souvent qu'en tant qu'entrepreneur, ce qui n'est pas dans l'agenda n'existe pas. Hmm. Il y a toujours quelque chose qui va venir court-circuiter ton plan si tu l'as pas écrit. Donc, pour déjà, voilà, le caler dans l'agenda, appeler le comptable, ça va être écrit dans la to-do, chercher un profil, ça va être écrit dans la to-do, caler les rendez-vous, rencontrer les profils, les candidats, etc. Bon, moi, avec Eva, ça avait été simple. Je savais que c'est Eva que je voulais embaucher, donc je suis pas passée par la phase recherche. Je suis passée que par la phase validation. Hmm. Que financièrement parlant, c'était OK. Euh, mais je ne suis pas passée par la recherche de profil, parce que j'ai trouvé Eva avant de pouvoir embaucher. Donc voilà, ça s'est fait un peu dans l'autre sens. Euh, mais oui, stratégie, le plan, les deadlines et concrètement, comment ton plan, tu le traduis dans l'action. Ouais. Ouais, donc, Tu carrément. vois, donc tu découpes l'objectif en petits objectifs et les petits objectifs, il faut que ça devienne des tâches dans la to-do list. Ouais. Sinon, tu n'avances pas. Tu vois, je suis par exemple sur un projet immobilier Hmm. pour la boîte. Bah, le projet IMO, plan d'action. C'est-à-dire, j'ai quand même réfléchi. Ta première action, c'est pas d'aller visiter quelque chose. Hmm. Ta première action, c'est quand même de te poser la question de quoi tu as besoin. Qu'est-ce que tu aimerais avoir? C'est quoi ton budget? Tu as besoin de quelle superficie? Dans quelle localisation? Tu vois, tu fais tes critères, quoi. Une fois que tu as tes critères, eh ben là, le plan d'action, c'est quoi? Étape 1, donc étape 1, j'ai mes critères. Étape 2, je vais faire mes recherches. Étape 3, je vais faire le crédit à la banque. Enfin, je vais demander à la banque combien je peux emprunter. Étape 4, je vais faire mes visites. Une fois que j'ai les gros jalons, après, ça devient des tâches dans la to-do. Donc, tu vois, ça veut dire que dans ma to-do, j'ai calé, appeler l'expert comptable pour valider la faisabilité du projet. Appeler la banque pour prendre rendez-vous pour le crédit. Contacter une agence IMO pour parler de mon besoin. Et donc, bah, il va y avoir une tâche par jour ou enfin, ça dépend sous combien de temps tu as prévu de réaliser ton projet, quoi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Très, le plan d'action, c'est super important. C'est vrai que ça permet de visualiser les actions et de se rassurer et de retrouver un peu de certitude dans l'incertitude, ce que le cerveau déteste. Et qu'est-ce qui fait que tu es passé à une agence? Pourquoi une agence? Parce que j'avais envie de m'entourer, de créer une équipe et de construire un projet plus gros que moi. Ok, plus gros que toi, c'est-à-dire? Ben, en fait, en tant que freelance, en général, ton projet, c'est toi. Tu vends Ouais, souvent ton temps. ouais. Voilà. Donc, t'as pas, on va dire, ton projet se limite à ta personne et au temps que tu vas passer à bosser. Quand tu lances une agence avec une équipe, tu crées une valeur qui va au-delà du temps que toi, tu travailles. Mm. Tu vas créer aussi une culture d'entreprise, un esprit d'équipe. Et du coup, le projet, il prend plus d'envergure que seulement toi avec toi-même. T'embarques des gens dans l'aventure. Et ça, j'avais envie de pouvoir aller plus loin. Tu vois, je pense qu'en tant que freelance, moi, il y a un moment où je me suis sentie limitée. Je pouvais Ouais. pas travailler plus, donc je pouvais pas vendre plus. Donc, à part augmenter tes prix de temps en temps, en vrai, bon, bah, après, il y a un moment où tu arrives quand même à un plafond de verre, sauf si tu commences à vendre de la formation ou du collectif, où là, tu décorrèles de ton Mm. temps, mais c'était pas tout à fait adapté à moi, ma vision et ce que j'avais envie de faire de mon métier. Ouais. Donc, l'étape d'après, c'était l'équipe, quoi.
ouais, et oui, tu t'es pas dit, je vais prendre des freelances comme moi ou déléguer des prestats, tout de suite, je passe en mode salariat, tout ça, quoi. Non, j'ai commencé par ça. Ok. J'ai commencé par déléguer à des freelances. D'ailleurs, Eva, elle s'est lancée en freelance pour pouvoir m'aider Mhm. sur mes missions avant que je lui propose de l'embaucher. Je travaille encore avec des freelances aujourd'hui. Hein, j'ai pas tout le monde qui est en interne. Donc j'ai commencé par ça. Ouais, t'as commencé par ça, ok. Ouais, carrément. Et après, il y a un moment où j'ai eu envie d'avoir ce côté culture d'entreprise et ce côté où on avance ensemble vers l'atteinte d'objectifs communs et de projets communs. Ce que tu as forcément moins avec des freelances qui ont du coup eux-mêmes leur activité. Donc voilà, forcément, on va avoir moins d'engagement, d'implication dans mon business parce que c'est pas le leur. Alors que quand tu as une équipe en interne, ton business, ça devient aussi leur projet. Et en fait, on partage, ce qu'on partage, c'est pas pareil. Ça m'intéresse beaucoup parce que moi, je suis dans la situation, tu vois, où je travaille j'ai des freelances. Et, et, et c'est cool parce que du coup, ça permet de déléguer, ça permet de scaler, etc. Bon, plein de choses, d'être en lien avec des personnes. Ça permet aussi de rencontrer des personnes professionnellement. Mais et la question du salarié des personnes, donc comme toi, en interne, je me dis, tu vois, je me dis, mais du coup, j'aurais peur de perdre cette forme de liberté qu'ils ont et que j'ai. La liberté de se dire, bah en fait, si ça matche plus, on s'arrête, c'est ok. Et tant mieux pour tout le monde, tu vois. Ce qui est plus le cas quand c'est salarié, même s'il y a C'est d'autres vrai. avantages. Mais comment tu gères, toi, peut-être que t'as pas cette peur et je voudrais pas te la donner d'ailleurs, mais je sais pas si tu t'es posé cette question. Je l'avais pas, en fait, j'avais pas cette peur avec Eva. Ouais, Parce que nous, notre histoire avec Eva, ça fait 8 ans qu'on se connaît et je l'ai recrutée en tant qu'alternante quand j'étais chef de projet en agence de com. ok. Donc, depuis, on est devenus des amis proches et on travaille ensemble depuis toujours. Enfin, j'ai formé Eva à la com quand c'était mon alternante pendant 2 ans. Ouais. Donc en fait, j'avais pas ce sujet du coup. Donc je suis assez, je suis contente et soulagée de pas avoir eu ce sujet pour ma première salariée. Il arrivera à terme parce que je vais pas pouvoir embaucher que des potes que je connais depuis toujours. Donc ça viendra à un moment. Mais pour cette première embauche, la question ne s'est pas posée de est-ce que ça va le faire entre nous parce que ça c'était un non-sujet. Après, pour ce qui est de la liberté. Je trouve que, en fait, pour moi, tout est une question de qu'est-ce qui prend le dessus. Moi, je me suis rendu compte qu'en fait, l'entrepreneuriat, tu vois, on parle beaucoup de liberté finalement. Je trouve que pas vraiment. Je pense qu'on choisit surtout ses contraintes. Mhm. Je me sens pas plus libre, voilà, plus libre que ça, parce que on a forcément des contraintes. Donc à partir du moment où du coup la liberté était plus tout à fait déjà respectée dans l'entrepreneuriat, je me suis dit voilà, du coup avec ou sans salarié, c'était ok quoi. Ouais, ok. Et tu aimes bien manager? J'aime bien manager, ça s'apprend. Euh, T'es quel type de manager? et avec, ouais, c'est dur de dire ça. Avec Eva, encore une fois, c'est différent. J'ai presque envie de dire que je la manage pas vraiment. Alors si, forcément un peu, mais en vrai, on a tellement l'habitude de travailler ensemble et elle est tellement talentueuse et que j'ai pas trop besoin. Tu vois, j'ai pas trop besoin. C'est Je très vois. fluide. C'est très, très fluide. Voilà. Donc, c'est dur de te dire quel type de manager je suis parce que pour l'instant, je suis manager avec mon ami que je manage pas vraiment parce que c'est d'une fluidité incroyable. Ce sera peut-être pas toujours le cas. Ce sera peut-être pas le cas avec tout le monde, surtout. Non, puis ça Pour va. l'instant, voilà, j'ai pas en fait, ça m'a pas changé considérablement le quotidien en termes de management, tu vois. Ouais. Et en termes de culture d'entreprise, parce que tu l'as employé plusieurs fois ce terme, j'aime bien l'idée. C'est quoi une culture d'entreprise idéale que tu aimerais porter avec Solentia? C'est ça, hein, je ne me trompe pas dans le nom de Ouais, c'est l'agence, hein. ça, c'est ça. Moi, j'aimerais beaucoup qu'on fasse de la com qui a du sens.
de l'impact, pour des projets à impact. Et pour moi, ce qui est vraiment essentiel, c'est le kiff. Hyper important de garder le kiff au quotidien. Euh, que les équipes se régalent, que moi je me régale. Ça, c'est vraiment essentiel. J'irai pas chercher du chiffre d'affaires à tout prix, de la croissance à tout prix, s'il y a un moment où on kiffe plus. Moi, j'ai à cœur de m'entourer de personnes qui sont passionnées par le métier et qui le font vraiment avec les tripes et pas juste avec de la qualité, mais aussi avec du kiff. Donc, voilà, ça c'est essentiel pour moi qu'on garde le kiff au quotidien. Et j'accorde beaucoup d'importance à la liberté, tu vois, dans un sens, à ce Mhm. que tu disais. Moi, Eva, elle n'a pas d'horaire. Ok, Je sais pas à quelle heure elle travaille. tu fais confiance. Euh, et je m'en fous, ouais, et je m'en fous. Mais vraiment, ça a pas. Sauf si on a un rendez-vous client ou évidemment un créneau, un horaire à respecter. Sinon, je sais pas à quelle heure elle travaille, je sais pas à quelle heure elle a pris sa pause. Tu vois, là, c'est 16 heures. Je sais pas si elle bosse encore ou si elle a arrêté. Je sais pas à quelle heure elle a commencé ce matin. Je m'en fous. Ça, en fait, ça a aucune importance à partir du moment où on suit nos délais clients, les deadlines sont respectées, tout est rendu dans les temps, le travail est fait. Tu vois, je vois pas l'intérêt du micromanagement et d'être vraiment sur les gens. Euh, voilà, ça vraiment, ça pour moi, c'est important. C'est important la Ouais, liberté, c'est important que si elle veut faire du sport au milieu de sa journée parce que ça lui fait du bien, fais ce que tu veux. Ça vraiment, c'est pas un sujet. ouais. Et je pense que c'est mieux ainsi pour que les choses, la relation dure aussi. Euh, c'est quoi être, comment est-ce que, comment on fait pour être entrepreneur et entrepreneuse et maman? On s'organise beaucoup, on s'organise beaucoup et on kiffe beaucoup. Ouais, Euh, mais je pense que l'organisation, c'est indispensable. Parce que moi, j'aime bien dire qu'il n'y a pas de vie pro, vie perso, que tout est intimement lié et qu'on est une ok. seule et même personne. Donc en réalité, pour moi, la séparation stricte vie pro, vie perso, etc., elle n'est pas réaliste. Mhm. Donc je pense que c'est important du coup de prendre du kiff dans son travail pour que ce soit OK qu'il prenne de la place dans la vie perso. Inversement, de pouvoir accorder du temps à la vie pro indépendamment du... Enfin, je vais la refaire. Accorder du temps à la vie pro, même si c'est aux dépens du business sur certaines périodes ou certaines journées. Voilà, mais je pense que ça demande surtout beaucoup d'orgas parce que quand on est maman et entrepreneuse, ce qu'on n'a pas, c'est la liberté des horaires. Mhm. Moi, j'entends souvent des entrepreneurs qui disent qu'ils suivent leur chronotype, qu'ils aiment travailler le soir, donc ils travaillent le soir, etc. Alors, c'était mon cas. J'aimais beaucoup travailler le soir Ouais. avant d'être maman. En fait, aujourd'hui, enfin, ça marche plus. Voilà, des entrepreneurs qui disent qu'ils travaillent le soir et du coup, ils sont moins du matin. Moi, le matin, quand Aurèle, il débarque à 6h30 dans ma chambre parce qu'il est réveillé, j'ai pas intérêt d'avoir bossé jusqu'à 3 heures du mat, quoi, tu vois. Voilà, donc ça, on est plus libre en vrai de nos horaires. Il y a un horaire auquel il faut amener les enfants à l'école, auquel il faut aller les chercher. Il y a des horaires de repas, des horaires de coucher. Donc, si toi, tu adores travailler à 20h30, mais que c'est l'heure à laquelle tu couches ton enfant, bah, c'est pas possible. Voilà. Donc, il y a quand même beaucoup de compromis, beaucoup d'adaptations et, euh, et de l'organisation pour réussir à tout mêler. Et quand même, il faut pas se leurrer, un peu moins de liberté sur comment tu aimerais gérer les choses. Tu choisis pas tout, quoi. Toi, tu t'arrives à faire, parce que je trouve que ce qui est dur quand on est entrepreneur, c'est, en fait, comme tu l'expliques bien, la frontière entre le pro perso est très poreuse. En fait, ça se mélange. Et est-ce que tu arrives à avoir des temps de qualité et avec une vraie intention avec ton fils ou les amis, hein, sans penser au boulot, tu sais, je trouve que c'est super dur ça. Là, tu vois, on est happé par les téléphones aussi, les réseaux sociaux, tu vois, une notification LinkedIn, n'importe quoi. Et notre cerveau est devenu tellement addict qu'en fait, on se rend même plus compte qu'on est sur le téléphone alors que nos enfants nous parlent, quoi. Je trouve que ça, c'est, moi, je le vis, hein, des fois, hein. Je sais pas, toi, comment tu vis ça, et puis si tu le vis, qu'est-ce que t'en penses?
Ouais. Moi, je me suis mis des règles un peu justement pour éviter ça, parce que j'ai senti qu'en fait, ça pouvait prendre beaucoup de place et surtout, il y a jamais de limite. Ça Non. peut ne jamais s'arrêter. Tu Oui, commences c'est à ça. scroller sur les réseaux sociaux, il y a pas de fin. Voilà, Le pour vous gouffre. donner un exemple, sur LinkedIn, il y a 2 millions de publications par jour. Ah ouais, c'est autant que ça. Donc, en fait, il y a jamais de fin. Tu peux scroller absolument à l'infini. Tu auras passé tes 24 heures et qu'il y aura 2 millions de nouvelles publications. Donc, ça ne s'arrête jamais. Donc, c'est à nous de décider que ça s'arrête. C'est à nous de décider quand ça s'arrête, Hmm, ouais. en réalité, tu vois. Donc, ça, je me suis mis un petit peu des règles sur mettre le téléphone en mode avion, couper les notifs. Tu vois, je ne reçois pas de notifs des réseaux sociaux. Les Ok. réseaux sociaux, je vois ce qui se passe que quand je m'y connecte, Ouais. mais j'ai pas de notif qui pop sur le téléphone. Voilà, ça, je pense que c'est important. Je coupe le téléphone, genre en général, là, à partir de 19 heures, je suis plus joignable. Vraiment, j'éteins et je suis focus. Ça m'a demandé de la discipline, hein, parce que c'était Ouais. pas intuitif, hein. Les premiers mois, surtout dans le business où tu as besoin de faire des clients, tu as besoin de trouver des clients, tu as besoin d'être visible. Je passais mon temps, je passais mes soirées, une fois que j'avais couché Aurel, je me remettais sur les réseaux, à aller liker, commenter, machin. Enfin, c'était vraiment du H24. Je pense qu'il y a un temps pour tout aussi. Voilà. Et après, j'ai aussi beaucoup déculpabilisé de penser au travail. Ok. En fait, il y a une différence entre travailler et penser au travail. Ouais, c'est vrai. Tu vois? C'est-à-dire Ouais, que ouais. souvent, au début, je me disais, oh là là, je pense tout le temps à mon job, Hmm. j'ai tout le temps des idées, du coup, je suis pas vraiment focus, je suis pas à 100% présente avec Aurel. En fait, je me suis déculpabilisée de ça en me disant, c'est OK en fait d'avoir une pensée, d'avoir une idée qui vient et tu la notes. Il y a une différence entre penser et avoir des idées sur ton travail et travailler. Ouais. Tu vois? T'as accepté, quoi. Et ça, ben ouais, en fait, j'ai accepté que, bah, et alors, tu vois, je pense à mon tas, j'ai une idée, tu vois, j'ai une idée de post LinkedIn, par exemple, bah, en fait, soit c'est pas important, j'ai pas, enfin, voilà, et elle part, soit je la trouve intéressante et je la note, et après, je reviens à ce sur quoi j'étais, tu vois. Ouais, ouais. Je trouve qu'en fait, on se met une sacrée Hmm. pression à vouloir absolument couper, déconnecter. Du coup, on culpabilise de oh là là, mais j'ai pensé à mon travail. Oh là là, il faut que je rajoute un truc dans ma to-do. On se culpabilise d'y penser. Alors que si ça devient OK d'y penser, pour autant, on va pas se mettre à bosser, on va juste y penser. Bah là, je trouve que déjà, on s'enlève une grosse pression, tu vois. Ouais, dans l'acceptation. Mais c'est pas mal. Je trouve que parfois, faut pas lutter. C'est des forces, il vaut mieux pas lutter, faut accepter, et puis en faire une autre force. C'est une bonne idée, ouais. C'est pas mal. Mais tu vois, c'est un peu, je sais pas si tu médites, Et non pas assez. et non, mais c'est un peu comme la méditation. En méditation, il y a beaucoup de gens qui disent j'y arrive pas. Hmm. J'arrive pas à méditer parce que je pense à d'autres trucs. Mais en fait, du coup, tu penses à un truc, tu bloques en te disant, oh là là, je suis nulle, Ouais. j'arrive pas à méditer parce que j'ai pensé à quelque chose d'autre. La méditation, en vrai, c'est pas d'arrêter de penser, hein. Hmm. Tu vois, Ouais, c'est d'accepter les pensées, en fait. c'est d'accepter les Toi, tu pensées, médites? elles vont, elles viennent. Ouais, moi, je médite de Combien de plus fois en par jour? plus, une fois. Une Tous fois les par jours, jour? par contre, j'essaye. Ouais, Combien de j'essaye tous temps? les jours, une fois par. Voilà. 20 minutes. Ah, quand même. Ah ouais, niveau légende. Par contre, assister, hein, Ouais, avec méditation une guidée. application, c'est ça? Oui, oui, oui. Ouais. J'y arrive pas en solo. Ok. Voilà, j'y Bah, arrive c'est pas en bien déjà. solo. Ouais, c'est bien. Et des fois, je pense à un autre truc et en fait, vu que je m'en fous, vu que c'est pas grave, Hmm. la pensée, elle va, elle part et hop, je reviens sur ce sur quoi j'étais. Alors que si je m'étais dit, oh merde, j'ai eu une pensée, C'est c'est mort. bon, j'ai pas réussi ma méditation, c'est mort, je coupe. De toute façon, c'est pas fait pour moi, ça sert à rien, c'est de la merde. Ben voilà, alors que ma pensée, elle m'a traversée, elle est partie, tu vois. Et au final, je suis revenue. Donc je trouve que l'acceptation, en vrai, moi, je culpabilise de moins en moins de penser à mon business. Mais comme quand je travaille, je pense à Aurel. Tu vois? Ouais. Et c'est comme si Ouais, je me ouais, ouais. disais, oh là là, je suis en train de travailler, j'ai pensé Trop à bien. mon fils, c'est dramatique, je suis vraiment pas bonne, je suis pas efficace, je suis pas productive. Ça Ouais. m'a pas empêché de bosser, d'avoir pensé à Aurel dans la journée, tu vois? Ça ressemble à quoi tes journées? Tiens, décris-nous une journée type de Mélissa.
Réveil 6h30, Ouais, avec 7 Aurel heures qui max. qui vient dans le lit du coup. Ouais, avec Aurel qui vient de dire maman, je veux plus dormir. Voilà, donc ça commence quand même par un gros câlin, du coup, ça c'est cool. Même si des fois je lui dis s'il te plaît, maman elle veut dormir encore un peu, surtout à 6h30 le dimanche, tu vois, celui-là Hmm. il pique. Voilà, sinon dans la semaine, réveille souvent avec Aurel qui se pointe. Gros câlin, et après, souvent petite séance de sport, genre Ouais, 10 minutes, tu vois, mais un peu, on va dire, éveil musculaire. ok. Après, je me prépare, donc douche, préparation, etc. Pendant ce temps, souvent, Aurélie joue. Puis, je le prépare. Euh, Ensuite, il y a mon post LinkedIn qui sera à 8h. Que tu as préparé la veille ou le dimanche pour la semaine, t'as une organisation, j'imagine? Ouais, le dimanche, en général, je programme tous mes contenus de la semaine. Ok. Voilà. Le post LinkedIn qui sort à 8h, que j'anime à peu près jusqu'à 8h45. C'est marrant comme tu Après, dis. jamais. Tu dis j'anime. C'est vrai? Ça veut dire que Je l'anime, ouais. tu réponds aux commentaires, c'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est ça, je réponds aux C'est marrant, commentaires, je laisse des j'anime. commentaires sur les posts des autres. Ouais, ouais, on parle. Le community management, c'est l'animation Ah pour ok, le coup ouais, c'est intéressant. d'un post. Ok, Donc, je fais l'animation pendant 45 minutes. Après, j'amène Aurel à l'école. Je vais au ok, bureau. J'ai à peu près 20 minutes, 20-25 minutes de route. Donc, je vais au bureau. Souvent, j'en profite pour faire un peu des vocaux à l'équipe sur les sujets du jour, mhm, où je passe un call client, ou voilà, souvent, je fais des vocaux à Eva sur qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, à Eva et à la team de freelance avec qui on travaille. J'arrive au bureau, je reprends le post LinkedIn, parce que souvent, il y a eu des nouveaux commentaires, des messages privés, etc. Donc, je reprends le fil sur LinkedIn. Après, j'ai un temps de deep work, ok, donc de travail de fond, travail de prod. Ça va être souvent, par exemple, de la création de contenu, un travail sur une stratégie d'un client. Voilà. Et après, je commence mes rendez-vous à 11h en général. ok. Rendez-vous de client, acquisition, enfin prospect, client, un peu tout. Les deux. Ok. Rendu de stratégie, coaching, séance de consulting, rendez-vous Hmm, prospect, un peu les deux. J'essaye de ne pas avoir de rendez-vous avant 11h. Ça me permet de gérer les priorités avant de rentrer en rendez-vous. Et après, rendez-vous de 11h à 13h. En général, pause de 13 à 14h30. De 14h30 à 15h, souvent, je me remets un peu dans la prod et je gère quelques trucs. Et après, rendez-vous de 14 à 17, ok. enfin de 15 à 17 plutôt, ou 18. Voilà, et souvent finalisation avec deux, trois trucs pour finir, deux, trois mails, etc. Et puis voilà, fin de journée à 18h30 en général. Ah, t'as une bonne journée, ouais. T'as pas l'impression 18h, d'avoir 18h30. recréé ce que tu connaissais dans le salariat? Ouais, c'est une bonne question. Ouais, après, je trouve que c'est un peu l'utopie, moi, tu sais, du rythme de Ok. je travaille 4 heures par jour, 3 jours par semaine. Je pense que en fait, ça dépend un peu des objectifs qu'on a envie d'atteindre. Euh, Ce qui va changer quand même beaucoup par rapport au salariat, c'est de devoir de compte personne. Bien sûr. Si j'ai pas C'est envie de pour toi, quoi. travailler, enfin si je veux pas, déjà c'est pour moi. Puis si je prévois de pas travailler demain, ben je travaille pas demain. Voilà. Si tu t'es organisé, que t'as pas de rendez-vous client, de rendez-vous d'équipe, bah c'est jouable. Et puis ouais, ça va être vraiment ça quand même, tu vois, tu vois, là, typiquement, mon fils est en vacances. Je travaille pas jeudi, vendredi pour prendre un week-end de 4 jours avec lui. Je lui ai rien demandé à personne. Voilà. Après, je Hmm. pense que en fonction des objectifs qu'on a envie d'atteindre, on a forcément besoin de mettre les moyens à la hauteur de nos ambitions et donc d'avoir un temps de travail, tu vois. Ouais, bien sûr. Non, mais si c'est, alors, ce qui compte, c'est que ce soit aligné, assumé et surtout conscientisé, tu vois. C'est Oui, pas subi, enfin, c'est un choix. C'est le luxe d'avoir le choix quelque part, hein. carrément. Et c'est quoi ton, moi, je suis un client potentiel. Imagine, d'ailleurs, ta cible pas de cœur, j'aime pas cette expression. Ta cible, pas préférée, mais la majorité de ta cible, on va dire, les gens qui viennent plutôt te voir. C'est plutôt solopreneur, solo dirigeant, plutôt chef d'entreprise. C'est plutôt quoi d'ailleurs pour qu'on puisse se calibrer. Ça dépend vraiment. Il y a de tout. Enfin, toutes les tailles d'entreprise. Ok. On va juste pas aller sur le même service.
Ok. Et tu as un service en particulier, peu importe? Ouais, par exemple, la séance de consulting. Les indépendants, on va souvent être sur une séance de consulting. Ils réservent Ah une oui, ok. séance de consulting et j'analyse leur com, je leur donne des conseils pour s'améliorer ou alors du coaching où on va faire ensemble plusieurs séances de coaching pour les accompagner dans la définition de leur strat de com, dans leur création de contenu, etc. Ok, d'accord. Alors, tiens, allons-y. Moi, je suis bon, je vais prendre ma situation, tiens. Autant en bénéficier de Mélissa gratuitement grâce au podcast. Non, je plaisante. Mais je fais du B2B2C, enfin j'aide les coachs à se lancer, ok? J'ai un accompagnement collectif, mon acquisition elle se fait principalement sur LinkedIn, aussi un peu sur Instagram. Que te dire de plus? On va s'arrêter à ça. Et je te dis, tiens, Mélissa, je sens que ma com, il faut pour que je passe un palier, il faut que j'améliore ma Ouais. stratégie de com, quoi. Je sens que j'ai un palier à passer. De manière simple, comment tu commencerais l'échange avec moi sachant que j'imagine que ça prendrait plus de temps, mais juste pour faire simple, tu me poserais quel type de questions, tu irais voir quoi chez moi? Je vais te demander quel résultat ta com te permet d'atteindre aujourd'hui Ok, et quels sont les objectifs que tu voudrais qu'elle te permette d'atteindre. ouais, Donc, en gros, tu trouves combien de clients grâce à ta com aujourd'hui? Pourquoi t'en trouves, enfin, est-ce que l'objectif c'est d'aller en trouver plus ou est-ce que c'est plutôt de travailler une image, une notoriété, euh, voilà, qu'on te intéressant. fasse confiance? C'est Ouais, quoi les objectifs que tu veux atteindre grâce à ta com? Et après, je vais te proposer un peu les différentes options qu'on va avoir ensemble. Ça peut être une séance de consulting si tu veux, un audit, un regard extérieur sur ta com et des conseils personnalisés pour l'améliorer. ouais, ça coûte combien? Ça coûte 380 € hors taxe. Hors taxe, ok. OK, c'est une séance. Après, on va avoir le coaching où là, on passe trois, quatre séances ensemble. Ça dépend un peu de ton besoin et de là où tu en es. Et on va construire ensemble ta stratégie de communication. Ok, ok. Quand tu dis Donc là, vas-y. je nous fais un programme de coaching où on sait que, par exemple, en première séance, on va analyser, on va faire un point sur les fondations de ton business. Qu'est-ce que tu proposes? Quels Ah sont ouais, tes services? Quelles sont tes cibles? Qu'est-ce qui se passe sur ton marché? Quels sont les objectifs que tu veux atteindre? Les cibles que tu voudrais toucher? Les messages que tu voudrais transmettre? On fait un point sur tout ça. En deuxième séance, on va travailler sur ton personal branding ouais, pour que toi, Cédric, tu puisses avoir une com qui te ressemble et avec laquelle tu es aligné et qui en plus te permet d'aller toucher ta cible. Donc, on va avoir un travail d'introspection. Qu'est-ce que tu as envie de véhiculer? Qu'est-ce que tu veux qu'on pense de toi? Quelles sont tes forces, tes faiblesses, tes défauts? Quelles sont les causes qui te tiennent à cœur? Et comment on retranscrit cette personnalité dans ta com? Donc, la séance 2, ça va être souvent personal branding. La séance 3, on va bosser la stratégie de contenu. hmm, ouais, Quel sujet tu vas aborder? Dans quel format? À travers quel concept? Avec quelle accroche? Et la séance 4, ça va être focus sur le passage à l'action. ok. Comment on optimise ton profil sur les réseaux sociaux, euh, ton calendrier édito, avec quel poste, quel jour, dans quel format pour que tu puisses organiser ta création de contenu. Hmm. Et on termine sur une petite partie formation avec un peu tous les tips que je vais pouvoir te donner pour que tu puisses passer à l'action et jouer le mieux possible avec les règles du jeu. Ouais, c'est super clair, c'est super structuré. Ça donne envie, vraiment. Donc, travailler sur l'objectif, la cible, les offres, l'introspection, personal branding, stratégie de contenu, passage à l'action. C'est quoi un bon profil LinkedIn, tiens? Si on prend vraiment le profil LinkedIn, comment c'est ça ta question? Comment on Ouais, construit? tu penses à autre chose? Ouais, si on prend un profil LinkedIn, Ouais, ouais, ouais. ok. Euh, Déjà, un bon profil LinkedIn, c'est un profil, encore une fois, stratégique et qui va être clair sur les objectifs qu'on veut atteindre derrière, les cibles qu'on veut toucher et le branding et ce qu'on a envie de véhiculer. Hmm. Voilà. Donc ça, il faut être très au clair pour pouvoir le retranscrire concrètement. Voilà. Donc, ensuite, comment on le retranscrit dans le profil? Il va y avoir plusieurs choses. Il va y avoir tout l'univers graphique. Ouais. On va avoir également les accroches, les messages, les slogans qu'on met Hmm. en avant. Et du coup, on va les mettre en avant, tout ça, l'univers graphique, le message, le point de douleur sur lequel on appuie pour convaincre notre cible, les arguments qu'on met en avant.
Tout ça, on va les mettre en avant sur différents éléments du profil. La bannière, la bio, le texte info, la sélection de postes. Donc, il y a plein d'endroits sur le profil qui méritent d'être pensés pour convaincre notre cible et pour que quand elle arrive dessus, elle se sente concernée, elle ait envie de lire nos contenus, elle ait envie de s'abonner et encore mieux de nous contacter. Ouais. C'est super important, hein. On se rend pas compte, enfin si on s'en rend compte quand on est dedans, mais le micro détail qui fait la différence, quoi. La couleur, le mot, comme tu dis, la tagline sous la photo, vachement important. Et c'est pas si simple. Euh, euh, Moi, dans les gens que j'accompagne, il y a beaucoup de coachs qui démarrent, hein, et qui apprennent, qui appréhendent ces réseaux sociaux, la communication digitale. Euh, Si tu avais, la question est difficile, donc sens-toi libre de répondre ce que tu veux. Si tu avais un conseil à donner pour, euh, pour créer elle est un peu nulle cette question, je la pose quand même. Si tu avais un conseil à donner pour créer des bons posts, ce serait quoi? La question nulle. Tu as le droit à une réponse nulle. Non, en vrai, je dirais se faire accompagner. Ouais, c'est une vraie compétence, Mais hein. vraiment, la com, c'est un métier et je trouve que on a encore tendance à le sous-estimer et on attend des entrepreneurs qu'ils sachent communiquer. Alors que la com, c'est un métier. C'est pas parce que vous êtes très bon dans votre métier que vous êtes très bon dans le fait de savoir le retranscrire Absolument. et le communiquer correctement. La com, c'est vraiment un métier. Faites-vous accompagner, même si c'est une séance de consulting, 1 heure, où vous allez demander un regard extérieur, mais vous allez gagner tellement de temps Hmm. et d'efficacité pour la suite. Vraiment, donc gardez en tête que la communication, c'est un métier. Vous n'êtes pas censé savoir tout faire. Moi, je fais pas ma compta. Enfin, je veux dire, tu vois, il y a un moment où je fais pas ma compta, je fais pas mon administratif. Un entrepreneur, c'est pas toujours un mouton à X pattes, quoi. Donc, je pense que voilà, vraiment le meilleur conseil, c'est de garder en tête que c'est un métier et que vous avancerez beaucoup plus vite avec des experts. Ça ne veut pas dire déléguer toute sa com. Très souvent, on a des questions budgétaires quand on se lance. Mais avoir un regard extérieur, être guidé, ça peut être acheter une formation, acheter une séance de consulting, euh, voilà, acheter un audit. Il y a vraiment des offres qui coûtent pas des dizaines de milliers d'euros et qui vont vraiment vous permettre de gagner du temps. Ouais. C'est quoi ta faiblesse? Pas ta faiblesse. C'est quoi le point le point d'amélioration que tu as envie encore de travailler toi dans ta com à toi? Est-ce qu'il y a un truc, j'ai l'impression, je dis, waouh, Mélissa, tout a l'air super, comme un horloger, tu sais, dans la précision, c'est détaillé, c'est structuré, c'est le fruit de l'expérience évidemment. Mais est-ce qu'il te reste encore des choses à travailler, toi? Ouais, bien sûr, heureusement. Il m'en reste plein. Il m'en reste plein. Tu vois, sur Instagram notamment. Hmm. J'ai jamais vraiment développé de communauté sur Instagram parce que jusqu'à présent, mon objectif, c'était surtout de garder du lien avec mes clients Ouais, et voilà, surtout avec mes clients en réalité. Donc, c'était surtout mes clients qui me suivaient sur Insta. Ça permettait de garder un lien un peu plus sympa aussi avec les partenaires, les potes entrepreneurs. Voilà. Là, l'objectif, c'est d'en faire un canal d'acquisition. Donc, je développe une nouvelle stratégie sur Instagram et du coup, il y a tout à faire, quoi. j'ai vu que tu fais la Euh, vidéo maintenant. Tu t'es lancé, bravo. Ouais, ça y est. Donc, C'est très bien. merci. Je me suis lancée sur la vidéo parce que je vais en avoir besoin pour développer Insta. Donc, voilà. En fait, moi, j'aime bien dire aussi que mieux vaut être très bon sur un canal que moyen partout. Ouais, je suis d'accord. Donc, si j'avais aussi un conseil à vous donner dans votre com, choisissez un canal le plus intéressant pour ce que vous vendez et pour votre cible. Vous choisissez un canal, vous l'utilisez bien, vous atteignez vos objectifs dessus avant de vouloir vous lancer partout parce Ouais, qu'on dilue notre énergie quand on lance Instagram, LinkedIn, YouTube, TikTok, une newsletter, un blog, un podcast, alors qu'il n'y en a pas un qui marche encore bien, sauf si on a des équipes qui gèrent tout ça. Quand c'est pas le cas, qu'on est solopreneur, step by step, ouais, je suis d'accord. voilà, donc Complètement. vraiment, n'essayez pas d'être partout. Voyez, moi, en tant qu'agence de com et qui fait de la com depuis 3 ans, je commence juste à faire de la stratégie de com sur Instagram. Ouais. Parce que ma prio jusqu'à présent, c'était LinkedIn. Parce que j'avais pas encore de salariés. J'étais toute seule, en étant toute seule. J'avais LinkedIn et la newsletter. Hmm. Et Ouais, c'est c'était important. OK. C'était pas possible de tout faire, en fait.
Ouais, c'est bien de le. Je suis complètement d'accord. Moi, j'ai fait cette erreur quand j'ai commencé, puis j'ai priorisé LinkedIn et puis après j'ai diversifié, mais complètement. Toi, ton système d'acquisition aujourd'hui, c'est principalement LinkedIn et newsletter, du coup, c'est ça? Surtout LinkedIn même d'ailleurs. Surtout LinkedIn, ouais. C'est quoi? C'est Ouais. tu as de la chance Et d'avoir voilà. une audience et du contenu qui fonctionne, les gens viennent à toi ou tu prospectes un peu quand même? Non, je prospecte pas. Aujourd'hui, c'est full ce qu'on appelle en inbound marketing. Donc, ça veut dire c'est Chouette. ma création de contenu qui m'apporte mes clients. Bon, bah, ça c'est bien, c'est Et de que. plus en plus de recommandations quand même. Ouais, c'est vrai, si à un moment donné, quand l'offre et le produit Aujourd'hui, devient bon, ben voilà, aujourd'hui de plus en plus de bouche à oreille, de plus en plus de fidélisation aussi des clients, donc de moins en moins besoin d'aller en chercher tout le temps des nouveaux. ouais. Ouais, 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 c'est sûr, c'est sûr. Mais bravo parce que avant d'en arriver là, c'est du boulot, c'est du temps et c'est de l'audience et puis c'est de l'autorité, de la légitimité, du syndrome de l'imposteur aussi à dépasser et puis assumer, assurer tout ce qu'on est quoi. C'est pas évident donc bravo. Bravo, bravo. Merci. Mélissa, c'est un plaisir d'échanger avec toi, de recevoir cette énergie, de recevoir cette expérience et cette expertise aussi. Euh, je pense que la com, c'est un sujet qu'on sous-estime un peu quand on démarre parce que on s'appuie beaucoup sur ses compétences techniques, mais en fait, pour attirer le client, il faut aussi savoir véhiculer les messages, le faire avec émotion, le faire avec incarnation, ce que tu fais d'ailleurs parfaitement. C'était vraiment un plaisir. Je te pose deux, trois dernières questions. C'est quand la dernière fois que tu as pleuré, Mélissa? Euh, c'est quand la dernière fois que j'ai pleuré? Quel jour on est là? On est Je sais mardi. plus. Mardi, ouais. On est mardi, c'était dimanche. Ok, ça marche. Tu veux me dire pourquoi? Tu veux jardin secret? Je pleure très souvent. En fait, c'est mon moyen d'extérioriser les émotions. C'est vrai? Donc, la tristesse, la colère, la peur, le stress. Voilà. Ça m'aide vraiment à extérioriser et j'ai appris à pas garder ça. Donc, voilà, je suis très à l'aise avec le fait de pleurer. Ah ouais, fais gaffe, le non-verbal dit que t'es en train de reculer, c'est que t'es pas super à l'aise de le dire. Non, je plaisante. Ah, c'est Je vrai. plaisante. Mais tu pleures, genre, t'es chez toi, tu t'autorises à pleurer, tu fais ça, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok, c'est cool, c'est bien. Avec une musique de fond, genre. Non, pas toujours. Je suis pas toujours drama queen, Moi j'aime bien, c'est mais pour ça ouais, que je dis ça. euh, c'est vrai, souvent quand j'ai une émotion un peu trop intense, elle s'évacue souvent par les larmes. Hmm. Si t'avais un Et conseil, ouais. ça marche pour la joie aussi, hein, d'ailleurs. Hein, ça marche aussi pour les émotions positives. Hein. Voilà, je pleure de joie assez facilement. C'est quoi la dernière joie que t'as eue? Mon fils qui a appris à écrire maman. Voilà. J'adore. C'est parce que les côtés perso, ça paraît, peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup, comme disait la Oui, chanson. c'est vrai. Et c'est pas n'importe quoi. Merci. Est-ce que tu as un conseil lecture à nous donner? Les quatre accords Toltec. Ouais, simple, Je m'en lasse basique, comme jamais. dit. Je reviens, je le relis assez souvent et ça m'a aidé dans pas mal de situations. Super. Le mot de la fin pour toi, Mélissa. Soleil sur vous. Eh ben, soleil sur toi aussi. On te retrouve, j'imagine, sur Instagram et LinkedIn, du coup. Tout à fait. Et la newsletter également sur laquelle vous pouvez, à laquelle vous pouvez vous abonner sur Substack. Substack. Très très bien. Merci beaucoup, Voilà, mais Mélissa. tous les liens sont sur mon profil LinkedIn. Merci à toi, Cédric, pour l'invitation. J'espère que l'épisode va te plaire et que vous allez, voilà, que vous avez pris du plaisir à nous écouter. Donc, merci beaucoup à toi. Bah écoute, je ne dis pas que ça va, c'est obligé que ça va plaire vu l'énergie que tu as. Si vous avez des questions, bah posez-les nous, allez écrire à Mélissa, elle est disponible sur LinkedIn, sur Instagram, vous la trouverez avec une agence qui amène du soleil dans votre com et pas que. Je te dis à très bientôt Mélissa, je te souhaite une excellente journée. Merci beaucoup, Cédric. À toi aussi. Merci.